dernier sujet de la journée qui porte sur l'actualité de la loi dite séparatisme et ses applications, réglementaires que Arnaud Demorny va nous présenter. Et puis évidemment, discussion avec la salle avant de nous quitter. Je vous remercie. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis juriste en droit public, je donne des formations à des fonctionnaires et à des agents publics sur des sujets de droit de la fonction publique, droit des marchés publics, etc. Mais vous avez pu voir aussi que je collaborais avec Marie-Noëlle Lienemann, qui était sénatrice, puisque c'est à ce titre que je me balade avec un petit badge et que je vous ai accueilli aujourd'hui. En revanche, ce n'est pas au titre de collaborateur et de ma collaboration que j'interviens aujourd'hui, c'est au titre de militant laïque. Je voulais que les choses soient claires pour tous. Alors, comme il est tard, je vais vous donner tout de suite ma conclusion, puisque si Bernard était notre maître étalon, je ne suis qu'un pauvre petit poulain, et donc je ne pourrais pas durer aussi longtemps. Alors, la loi confortant le respect des principes de la République, en fait, c'est un double mensonge. Premier mensonge, elle ne conforte pas les principes de la République, elle les affaiblit. Et deuxième mensonge, le gouvernement, je précise bien parce que souvent on confond l'État et le gouvernement. Donc le gouvernement, assisté de sa majorité à l'Assemblée nationale et d'une forme de collusion, mais puisqu'il y avait des accords idéologiques forts avec la majorité sénatoriale. Donc, je vous rappelle qu'au Sénat, ce sont les républicains qui sont majoritaires, ont participé à un mensonge sur le caractère urgent de cette loi. Donc deux mensonges, et je vous souhaite une bonne soirée. Donc en fait, plus sérieusement, cette présentation est la conséquence d'un cycle que nous avons commencé lors du premier débat sur cette loi, puisqu'en fait, on faisait des conférences, des visioconférences à l'époque, et on a déjà suivi le débat et la présentation de la loi. Donc ce soir, je ne vais pas vous faire une présentation de la loi, mais des décrets d'application qui ont été pris par suite au vote de cette loi. Il y a plusieurs éléments. Je vais d'abord commencer sur le caractère urgent qui a été présenté par le président de la République et mis en forme par le gouvernement. Deux caractéristiques de cette urgence. Une urgence qui a été annoncée politiquement, puisque en fait, il était urgent à la fois de lutter contre les mouvements dits séparatistes, d'où la modification du nom de la loi au fur et à mesure, et il était urgent, donc ça c'est la situation politique, et il était urgent de prendre des décisions législatives. Vous savez qu'en procédure législative, il existe deux types de procédures. La procédure dite normale, qui consiste à ce que chaque texte de loi soit adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui, la plupart du temps, en fait, nécessite que chaque texte soit voté 2 fois par chacune des chambres, qu'une commission mixte paritaire, mixte parce que composée de députés et de sénateurs, et non pas d'hommes et de femmes, et paritaire parce qu'il y avait le même nombre, aboutisse éventuellement à un texte de synthèse, et si ce texte de synthèse doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, et à défaut, eh bien, à ce moment-là, il y a le dernier mot donné à l'Assemblée nationale, puisque, je vous rappelle, les députés sont élus au suffrage universel direct, alors que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, uninominal, c'est-à-dire par circonscription, ou de liste. Par exemple, à Paris, c'est un scrutin de liste. Ça, c'est la procédure normale. Le gouvernement a utilisé la procédure de l'article 45 alinéa 2 de la Constitution, qui est la procédure dite accélérée. Et à ce moment-là, il n'y a pas de deux débats devant chacune des chambres, il y en a un seul. L'idée, c'est que si les deux chambres ne sont pas d'accord, on est directement en commission mixte paritaire pour en fait, faire l'économie d'un débat plus approfondi et donc supposément gagner du temps. Si on part du principe qu'il y a une urgence à légiférer, eh bien on peut s'attendre qu'il y a une urgence à prendre un certain nombre de décrets d'application, puisque en fait la loi imposait
donc la loi confortant le respect des principes de la République, dans son dispositif, donc on appelle le dispositif, c'est le corps de la loi, imposait que 51 décisions réglementaires, donc 51, ça ne veut pas dire 51 décrets, mais qu'il y ait plusieurs décrets qui reprennent et qui viennent préciser au moins 51 articles de cette loi. Sur ces 51 obligations législatives de prendre des actes réglementaires, donc en fait de prendre des décrets, seuls 16 ont été pris, c'est-à-dire 31%. Et on est à 6 ou 7 mois de la loi. En sachant que, je vous rappelle juste un élément de contexte, que la loi de 1905 a commencé à être débattue en 1902. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu 3 propositions de députés de faire une loi sur la laïcité qui n'ont pas été reprises, que pour finir, il y a la commission des lois de la Chambre des députés qui a fait une proposition, qui elle a été reprise par le gouvernement et qui a abouti à la loi du 9 décembre 1905. Donc ça veut dire que même si on prend le plus court, on a 2 ans et demi de débat. Alors que la loi confortant le respect des principes de la République, entre le début entre le Conseil des ministres qui finalise le texte rédigé par les services et le vote de la loi, on a 7 mois. Et donc, on pouvait s'attendre, urgence politique, urgence dans la procédure législative et en fait, latence dans la précision sur les décrets. Alors, quels ont été les décrets qui ont été pris? Donc, les 16, il n'y a pas 16 décrets, en fait, il y en a 7, mais quelles sont les 16 précisions réglementaires qui ont été prises? Et, alors, je ne vais pas vous les prendre un par un, mais je vais vous préciser pour vous donner, en fait, quel est l'intérêt de tout ça. Vous allez me dire, il nous fait du droit, on s'en fout, on est là pour faire de la politique et du militantisme. Hein, en fait, c'est pour montrer quelles sont les priorités que le gouvernement considère comme devant être poursuivies et décidées le plus rapidement possible. C'est en ce sens-là que ça a un intérêt. Ça n'a pas d'intérêt juridique à proprement parler, on ne va pas faire des recours tous devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Quoique, ça pourrait être une piste d'action militante. Mais je dis ça, ça demande une mise en place particulière, mais c'est une piste. Alors, première précision, donc c'est dans l'ordre chronologique. Première précision, eh bien, la loi confortant le respect des principes de la République crée ce qu'on appelle un référent laïcité. Alors, le référent laïcité suit la même logique que le référent déontologie qui avait été créé par la loi Sapin numéro 2, qui faisait elle-même suite à la loi déontologie des fonctionnaires de 2016. Donc en fait, c'est la même idée, c'est un fonctionnaire ou un magistrat ou une personne qualifiée ou quelqu'un qui aura été désigné spécialement pour ça pourra donner des conseils aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels publics, sur en fait, l'application des membres de l'association, c'est-à-dire liberté des membres de l'association à croire, à ne pas croire, à avoir les opinions religieuses, philosophiques, enfin, tout ce que vous voulez. 4e engagement, c'est respecter l'égalité entre tous les membres. Donc ça, c'est toute condition concernée. Égalité femmes-hommes, égalité, enfin non-discrimination ethnique, en fait, grosso modo, toutes les non-discriminations que l'administration s'est données à elle-même. À titre d'exemple, les 2 dernières non-discriminations que l'État s'est données, c'est non-discrimination en fonction de la situation de famille, donc ça c'est une conséquence du mariage pour tous, et le deuxième motif de non-discrimination, c'est depuis 2019, la loi du SOP sur la fonction publique, c'est la non-discrimination en fonction de la situation de la grossesse. Si vous êtes enceinte ou pas, j'ose le terme au féminin, eh bien vous ne pouvez pas être discriminé. 5e engagement, eh bien vous devez respecter une obligation
de fraternité et de prévention de la violence. Si vous voulez, on pourra revenir sur la définition de la fraternité posée par le décret. 6e, respect de la dignité humaine. Et en fait, 7e, engagement, le respect des symboles de la République. Donc interdire de brûler le drapeau ou de marcher dessus pour pouvoir devenir membre de l'association. On sait bien que c'est des pratiques communément présentes dans toutes les associations que de marcher sur le drapeau. Donc, la signature de ce contrat est une obligation depuis le 31 décembre 2021 pour pouvoir bénéficier d'argent public, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire par exemple la mise à disposition d'agents, de fonctionnaires, les subventions, les dotations, etc. Il y a tout un débat dans le milieu associatif sur est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable, quelle est la valeur juridique ou pas de ce contrat. On pourra éventuellement y revenir dans les questions. Vous aurez compris, j'essaye de ne pas être trop lourd d'un point de vue juridique, donc j'essaye de faire vite et léger, mais s'il y a des questions, je pourrais préciser et densifier le propos. Nous avons aussi un décret qui vient préciser en fait les obligations comptables des structures bénéficiant des largesses publiques en termes de déclaration, de liste et de séparation comptable sur l'influence des États étrangers ou des structures de droit étranger. Donc, si une structure juridique reçoit des deniers publics, eh bien, elle doit faire la liste et elle doit la fournir au préfet des États étrangers qui financent, des personnes morales étrangères, associations, mais aussi fondations, ce qu'on appelle maintenant des ONG, mais aussi tous les dispositifs juridiques de droit étranger correspondent à une fiducie. En fait, une fiducie, c'est une structure juridique anglo-saxonne qui a un objet, qui a un but spécifique et à qui est donné, attribué une somme d'argent pour atteindre cet objectif spécifique. Donc, par exemple, en France, on a des fondations qui sont un exemple du droit anglo-saxon en matière d'affectation patrimoniale. Alors, quelles sont les structures qui sont soumises à ces obligations? Eh bien, on a les associations cultuelles de la loi de 1905, les associations loi 1901, mais aussi les associations loi 1907, qui sont moins connues. Qu'est-ce que c'est qu'une association loi 1907? Eh bien, c'est une association qui a été créée dans un but de gestion du patrimoine immobilier de l'Église, d'immobilier qui n'a pas été revendiqué par l'Église en 1905. Donc ils pouvaient créer en disant voilà, cette église on la gère, donc c'était une association loi 1905. Si personne ne le revendiquait, eh bien à ce moment-là il pouvait y avoir la création en 1907 d'une association spécifique. Eh bien elle est aussi soumise à cette obligation déclaratoire. En ce qui concerne troisième précision et troisième décret, c'est le contrôle des personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat. En fait, c'est les ultra privés, en fait. Donc, ils n'ont pas de contrat avec l'État. En revanche, dans ce décret, eh bien, le recteur d'académie peut faire une vérification de quelles sont les qualités à former des enseignants des établissements privés hors contrat, que ce soit leur diplôme, des justificatifs. En fait, c'est la mise en place d'une sorte de contrôle qualité sur le profil d'enseignant dans les établissements hors contrat. En ce qui concerne, et là c'est le sujet peut-être que vous connaissez le plus, c'est en fait le cadeau fiscal que l'État, enfin que le gouvernement a mis en place au bénéfice des cultes, et plus particulièrement, puisque en fait le culte qui a le patrimoine immobilier le plus important c'est l'Église catholique, et donc c'est au bénéfice de l'Église catholique. Donc, avant la loi confortant les principes de la République, il devait y avoir un lien entre le patrimoine immobilier et l'objet cultuel. C'est-à-dire, grosso modo, eh bien, une association cultuelle ne pouvait gérer que des immeubles destinés au culte. Une église, un temple, une synagogue.
La pratique s'était développée de faire j'ose le terme, de la fraude fiscale, c'est-à-dire de gérer des immeubles qui n'avaient pas de lien direct avec le culte et de ne pas le déclarer. Ce qui était c'était interdit par la loi, 2, c'était une fraude par la loi de 1905, 2, c'était une fraude fiscale. Eh bien, ce que le gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres, mais que tout le monde pourra comprendre en termes de politique néo-concordataire et dans le but de faire plaisir à un certain électorat qu'il cherche à récupérer pour être élu à nouveau, eh bien, il a fait 2 choses. La première, c'est que dorénavant, depuis la loi confortant les principes de la République, les associations cultuelles peuvent gérer de l'immobilier non cultuel. Donc ça, c'est un affaiblissement majeur de la loi de 1905. Deuxièmement, dans le décret, eh bien, on a en fait une forme de... vous savez, les lois que se votent certains députés parfois pour... une sorte d'amnistie, voilà, le terme m'avait échappé. Donc, c'est un décret qui met en place une forme d'amnistie, puisque dorénavant, les associations cultuelles ont un délai de 5 ans pour en réalité se régulariser. C'est ce que dit en fait ce décret. Ce qui est en fait un scandale démocratique majeur, puisqu'en fait c'est une forme de blanchiment à terme, d'amnistie à terme, et deuxièmement, c'est une atteinte majeure au principe de la loi de 1905, qui était le lien direct entre l'immeuble et l'objet cultuel. Voilà, ce que j'écris, c'est un des objets les plus scandaleux de la loi séparatiste. En ce qui concerne les obligations de certification des comptes pour les associations loi 1901, donc 1901, c'est l'association de pêche, de pétanque, c'est tout ce que vous voulez, qui n'est pas directement un culte, même si certains cultes détournent l'objet de la loi de 1901, eh bien, dorénavant, il y a un seuil de certification par un commissaire aux comptes à partir d'une recette annuelle de 50 000 €. Ce qui, en fait, a fait dire lors des débats que en fait, le grand perdant de la loi confortant les principes de la République, en fait, c'était les associations loi 1901. Bon. Les protestants ont dit que, en fait, eux, comme ils respectaient le principe des lois 1905 et que c'était un des rares cultes à le faire, ils étaient aussi le second grand perdant. Alors aussi, on a, en ce qui concerne les seuils de subventions qui sont, des subventions publiques qui sont données à un certain nombre d'associations loi 1901, eh bien, en fait, on a des seuils de déclaration et de certification des comptes qui sont différents. On a un seuil global de 50 000 €, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi si vous recevez plus de 23 000 € de subventions par an, eh bien, vous devez faire certifier vos comptes, ou si, d'une manière globale, si votre budget, hors tout, y compris en ce qui concerne les ressources propres, ce que vous produisez, ça dépasse 100 000 €. Les associations loi 1907 dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand les églises n'avaient pas voulu gérer leur patrimoine, etc., eh bien, sont soumises au même seuil. Alors, voilà la liste des décrets qui ont été pris. Alors, quels sont les sujets qui étaient imposés? Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire les 35, mais quels sont les sujets qui nécessitent, de par la loi, je vous le rappelle, le gouvernement n'était pas obligé de s'imposer lui-même ces décrets. Alors pourquoi est-ce qu'un gouvernement, dans des articles de loi, s'impose des décrets? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter que le Parlement ne discute du sujet. Puisque si vous dites c'est renvoyé à un décret d'application, eh bien c'est du pouvoir réglementaire, et il n'y a pas de débat parlementaire du pouvoir réglementaire, j'ai dit, donc il n'y a pas de débat parlementaire. Il faut comprendre quelque chose qui est très très simple, qui est ce que j'appelle la mise à l'agenda citoyenne. Qu'est-ce que c'est que la mise à l'agenda citoyenne? C'est le fait que tout à chacun travaille, travaille s'il peut travailler, en tout cas a des activités la journée, rentre fatigué le soir, et que rares sont les gens qui vont voir l'ordre du jour des assemblées,
vont voir ce qui a été publié au journal officiel. Je connais à peu près 90% des avocats que je connais ne lisent pas le journal officiel, donc imaginez bien vous et moi. Hein. Donc il faut un certain temps de débat pour qu'un sujet législatif vienne à l'agenda, c'est-à-dire à la prise de conscience, à l'intérêt du public. C'est tout simplement, c'est la réalité, ça. Hein. Et donc, premier élément, plus on a recours à des procédures accélérées, c'est-à-dire moins il y a de débats entre les chambres, moins il y a de temps médiatique pour faire connaître le sujet, et donc moins les citoyens peuvent se mobiliser, s'organiser avec les associations, dire, manifester une opinion sur le sujet. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a démarré cette procédure, enfin ce recours systématique, en fait c'est François Hollande. Depuis François Hollande, on a un recours quasiment systématique sur tous les textes à la procédure accélérée. Donc, raccourcissement, diminution du caractère citoyen de la prise en compte ou de la connaissance simple du sujet qui est débattu au Parlement. Deuxième aspect, eh bien, à partir du moment où c'est renvoyé à un décret, en fait c'est renvoyé au service, c'est renvoyé à l'administration, c'est renvoyé au ministre, donc je fais la différence entre l'administration et le ministre, hein, au Conseil des ministres éventuellement, qui prennent des décisions. Et déjà, nos concitoyens n'ont pas le temps de suivre les débats parlementaires, mais ils ont encore moins le temps d'aller regarder le journal officiel. Alors très rapidement, vous voyez, j'ai essayé de faire le poney hein, et de ne pas faire les talons. Alors très rapidement, quels sont les sujets qui doivent encore être traités et qui ne sont pas traités? Donc c'est juste pour marquer le caractère mensonger de l'urgence de ce texte et des dimensions décrétales de ce texte. Eh bien, tout ce qui a trait aux exigences de neutralité et aux sanctions des manquements de neutralité des agents des collectivités territoriales, le décret n'a pas été pris. C'est quand même, qu'on entendait le discours du président de la République, le sujet majeur, tellement majeur au sujet des actes des collectivités territoriales qui ne respectent pas la laïcité, que la loi a créé un nouveau motif, il n'y en avait qu'un avant, d'intervention directe du préfet dans les actes des collectivités territoriales. Avant la loi séparatisme, si une collectivité ne votait pas son budget en équilibre, et qu'elle ne répondait pas à une lettre combinatoire, c'est-à-dire une lettre de menace, attention c'est pas bien, dans un délai de 1 mois, le préfet pouvait se substituer à l'exécutif local pour faire adopter le budget. Eh bien, la loi séparatisme a créé une nouvelle possibilité pour le préfet d'intervenir directement. Eh bien, c'est dans le cadre d'une subvention qui serait donnée à une structure qui ne respecterait pas la laïcité. Donc c'est tellement grave que les subventions des collectivités territoriales, le préfet peut intervenir directement, mais c'est pas si grave si ce sont les agents des collectivités territoriales qui ne respectent pas les principes de la laïcité, puisque le décret n'a pas été pris. On a aussi un certain nombre de mises en conformité eh bien, de nos fameuses 5 départements qui sont soumis au concordat. C'est pas très grave, hein, puisque le gouvernement n'a pas pris les décrets. Bien évidemment, c'est ironique hein, ce que je dis. Pareil pour le Code de la sécurité sociale. Donc, en cas d'annulation d'un mariage qui n'aurait pas respecté les principes de laïcité, ça c'est un sujet en soi, hein, et qui n'entrerait pas dans le droit commun de la sécurité sociale, la loi séparatisme impose des règles spécifiques. Elle dit des règles spécifiques seront prises, si ce n'est qu'elles ne sont pas prises. Donc, le cas des mariages, des droits à pension dans le cadre de mariage qui a été annulé parce que ne respectant pas les principes de la République, mariage forcé, on va dire, ouais, hein, c'est pas un mariage laïque, ça existe peu, ça. Je vais me faire insulter en disant ça. Mais en fait, c'est qui ne respecte pas l'égalité ou le respect de la dignité, etc. Si le mariage est annulé pour ces raisons, eh bien, le décret qui vient prévoir comment vont être répartis les droits à la retraite, c'est pas grave. Donc, le décret n'est pas encore pris. Pour vérifier le non-respect des principes, la connexion à certains sites prônant des valeurs contraires à la République,
eh bien, la loi impose qu'un décret vienne préciser le nombre de connexions à ces sites pour savoir si on respecte ou pas. C'est pas grave, le décret n'est pas pris. Donc quelqu'un qui se connecterait 365 fois par an sur le site tous les matins pour avoir ces petites informations, eh bien, il n'est pas susceptible de procédure puisque le décret n'a pas été pris. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, même chose pour le code du sport. C'est un sujet un peu d'actualité, vous savez, le hijab. Eh bien, les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement républicain vient préciser les règles en matière de pratique du sport, eh bien, le décret n'est pas pris. S'il avait été pris, on ne serait peut-être pas dans le débat actuel sur ce sujet, voilà. Et après c'est plus technique, ça a moins d'intérêt politique ou militant. Voilà sur ce que j'avais à vous présenter sur l'aspect d'actualité des décrets pris ou non pris, surtout non pris en matière de loi confortant les principes de la République, de loi séparatisme. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Je vais peut-être commencer à répondre, vu qu'il est tard. Alors, je vais vous rappeler d'où je parle. Donc, je ne suis pas membre du Conseil d'État, je ne suis pas législateur, et je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, tout ce que je vais vous dire n'engage que moi, et c'est une analyse personnelle. On est bien d'accord sur ce sujet-là. Alors, premier aspect sur la fraternité. Donc, en fait, le décret nous donne quelques éléments de définition. Je vous répondrai pour la dignité de la même manière. C'est-à-dire que le décret nous explique que l'association doit agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Alors qu'est-ce que c'est que cet esprit de fraternité ? Donc, alors vous allez voir que c'est un peu tautologique. Vous savez, les fameuses définitions circulaires. Donc la fraternité, ça veut dire, c'est d'abord une définition négative. C'est un peu comme la théologie négative, Dieu n'est pas, donc voilà, il est ceci. Donc ne pas provoquer à la haine. Donc ne pas provoquer à la haine, c'est être fraternel. Ne pas provoquer à la violence, c'est être fraternel. Ne pas cautionner des appels à la violence ou à la haine. Et rejeter toute forme de racisme et d'antisémitisme. En fait, je pense qu'il n'y a pas de débat sur les deux derniers aspects. En revanche, provoquer à la haine, alors vous savez, on avait eu un projet de loi, Avia, qui a été censuré, moi je n'aime pas le terme de retoquer, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. La première, c'était que la définition de la haine n'était pas suffisamment précise pour être d'application dans les tribunaux. Parce que quand vous utilisez en fait des sentiments, c'est difficile à qualifier un sentiment juridiquement. Est-ce que votre amour, il est contractuel? Est-ce qu'il est contraventionnel? C'est pareil pour la haine, c'est difficile de définir. D'un point de vue juridiquement, la violence, en fait, c'est l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Donc là, on a un élément juridique. En revanche, le premier aspect, et c'est une critique qu'on peut faire d'une manière générale sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, le législateur manifeste du bon sentiment dans certains cas, et en fait, un cynisme très important, parce qu'à partir du moment où c'est pas défini, on peut l'utiliser dans toutes les circonstances. Et donc, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord idéologiquement ou politiquement, eh bien, on peut qualifier cela de haine, et cela rejoint dans une certaine mesure ce que disait Frédéric Pierru sur le fait que, en fait, l'affect est utilisé d'un point de vue politique et ici juridique. En ce qui concerne la dignité, donc je réponds à la question de monsieur, eh bien, c'est en quoi une association s'engage à respecter la dignité. Un, elle s'engage à respecter les lois et les règlements, ce qui est en fait tautologique. Répétitif, avec l'article 2 du Code civil, 2 avec l'article 1, la clause numéro 1 du contrat d'engagement. 2, elle s'engage à protéger la santé et l'intégrité physique de ses membres ou de ses usagers.
Et donc en fait, de ce point de vue-là, en fait, c'est le même type d'obligation que l'employeur par rapport à ses salariés. Ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Alors en fait, on revient à un autre aspect qui est qu'en fait, ce contrat baisse dans la hiérarchie des normes des obligations qui sont de niveau légal, pénal, voire constitutionnel. Et donc en fait, c'est une manifestation d'une logique, pour le coup, anglo-saxonne et libérale, qui est que vous n'êtes pas tenu tant par la loi que par votre engagement contractuel. Je pense que c'est comme ça qu'on doit politiquement et idéologiquement l'analyser. Après, c'est ne pas mettre autrui sous dépendance psychologique, ne pas le manipuler, ne pas profiter de sa vulnérabilité psychologique ou physique, que ce soit par pression ou par tentative d'endoctrinement. Là aussi, c'est de manière... Enfin, comment qualifier juridiquement une tentative d'endoctrinement? Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire avec vous actuellement? J'essaye de vous endoctriner pour vous dire à quel point le gouvernement est libéral et mensonger. Eh bien, je plaisante pas du tout, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que des termes sont utilisés et ne sont pas caractérisés juridiquement, et donc en fait ne sont pas des notions juridiques, mais en fait sont des déclarations politiques. Voilà. Donc alors, par rapport à votre question sur le... Eh bien, il y a le principe, le contrat d'engagement n'est pas rétroactif. Le décret, donc il n'y a que la loi qui peut être rétroactive. On a deux cas de rétroactivité de la loi. Dans le cadre de la loi pénale la plus douce, c'est-à-dire une fois que la peine de mort a été abrogée, on ne s'est pas dit... On finit tous ceux qu'on condamne à mort, zip zip zip, on les tue, et après, donc la loi pénale plus douce, donc leur peine a été commuée. Voilà. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est quand la loi est expressément rétroactive. J'ai bien dit la loi. Donc les décrets expressément rétroactifs, ça n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est des décrets qui, en fait, ont une date d'application ultérieure, mais jamais antérieure. Donc il a été publié le 31. Il pourra s'appliquer, si le dispositif du décret disait il s'applique à partir du 5 janvier, eh bien entre le 31 et le 5, il ne se passe rien, mais il ne peut pas s'appliquer de manière rétroactive. Et donc, la loi dit qu'il y a un contrat d'engagement. Elle dit qu'un décret sera pris, tant que le décret n'est pas pris, la loi ne s'applique pas. Enfin, l'article spécifique qui impose qu'un décret soit pris. Et ça, c'est la faute du gouvernement, il n'avait pas dire qu'un décret serait pris. Donc il faut faire attention après il faut faire attention en termes de procédure. Ça devient peut-être un peu fastidieux, mais il faut différencier la procédure qui consiste à contester le décret de la procédure qui consiste à contester le contrat d'engagement qui a été signé de manière antérieure par rapport à... Voilà. Donc ça, c'est un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif. C'est le recours du contrat, vous avez 2 mois. Vous pouvez faire des recours interne, donc recours gracieux, je vous conseille, à quoi que maintenant il est trop tard. Voilà, pardon, j'avais pas réfléchi à ça, il est trop tard. Pour contester quoi que ce soit. Si ça n'a pas été fait, à quoi que 31, vous avez 31 février, donc vous avez encore la marge. Il n'y a pas de 31 février, c'est le 28. Donc, mais non, mais donc ça fait 3 mars, ça fait 3 mars, voilà. Donc vous pouvez encore agir. Alors, pour Franck, donc ta question, elle est un peu, elle est un peu dure. Elle est un peu dure. Non, mais on en reparlera. Donc, d'application directe de l'esprit historique de la loi 1905, la réponse est non. De la loi 1905 applicable maintenant avec les 17 modifications dont parlait Bernard, la réponse est oui. Est-ce que